mais aussi à garantir la transparence financière et une gestion qu'il veut exemplaire. Gérard Larcher, qui vient tout juste d'arriver à la présidence du Sénat où va se tenir cette conférence de presse, des mesures qu'il a présentées ce matin au bureau du Sénat, un bureau qui s'est terminé il y a quelques minutes et que Gérard Larcher s'apprête donc à dévoiler. Nous allons suivre en direct et en intégralité cette conférence de presse et nous la commenterons et nous l'analyserons juste derrière avec notamment Perrine Tarnaud de Public Sénat, Hélène Becq-Mézian du Monde, deux spécialistes du Parlement, et puis également deux sénateurs qui seront avec nous, le président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume, et puis le sénateur UMP de la Meuse, Gérard Longuet. On écoute tout de suite en direct Gérard Larcher. Les points que j'avais soumis dès novembre 2014 à deux groupes de travail sur les méthodes du travail de notre Assemblée et sur sa gouvernance. Je voudrais vous rappeler que deux rapporteurs, Alain Richard, socialiste, et Roger Carucci, UMP, ont été désignés pour le groupe de réflexion sur les méthodes de travail, et Jean-Léonce Dupont, questeur, UDI centriste, était rapporteur général pour la gouvernance. Gouvernance qui était issue du bureau, puisque c'est au bureau de gouverner, entre guillemets, le Sénat, alors que sur les méthodes de travail, nous y avions associé, bien évidemment, l'ensemble des présidents de commission, l'ensemble des présidents de groupe et des représentants de chacun des groupes politiques. Les mesures arrêtées s'articulent autour de trois principes qui ont guidé notre réflexion. Tout d'abord, et c'était un point tout à fait essentiel, souvenez-vous, une rencontre que nous avions eue ensemble, la participation aux travaux sénatoriaux, c'est-à-dire la présence. Deuxièmement, comment légiférer et contrôler plus efficacement. Enfin, comment garantir une gestion exigeante et assurer dans cette exigence l'exigence financière. Pour s'adapter à ces exigences de l'action publique, il nous est apparu de manière extrêmement immédiate qu'il fallait renforcer la participation aux travaux sénatoriaux. La présence d'un élu dans son institution est l'expression même d'une démocratie parlementaire vivante. Elle est indispensable. Comme tout parlementaire, le sénateur doit concilier les impératifs du travail législatif et de contrôle et la présence auprès de ses électeurs, des citoyens qu'il représente par le suffrage universel indirect et du territoire dont il est l'élu. Le travail législatif et de contrôle comporte de nombreuses obligations, séances publiques, commissions législatives, auditions, participation à des organismes extra-parlementaires. Il faut donc d'abord rationaliser l'organisation du travail parlementaire. Cette rationalisation doit en effet favoriser la présence aux séances de commission, notamment quand ces commissions sont en examen de textes législatifs, la présence au vote solennel et aux explications de vote qui le précèdent, mais aussi à des activités de contrôle. Cette présence en commission, elle a globalement progressé au cours du dernier trimestre, depuis le dernier renouvellement du Sénat. C'est un travail très important, sans doute moins visible, mais sur lequel il est très important d'insister. C'est d'abord en commission que se prépare le travail législatif, que se conduit une partie du travail de contrôle. La nouvelle organisation décidée comporte un certain nombre d'aménagements. Une nouvelle organisation de la semaine de travail qui permette d'éviter les chevauchements de séances. Un tableau d'activité et de présence de chaque sénateur sera publié sur le site du Sénat pour les journées du mardi, du mercredi et du jeudi, qui sont les moments où le Sénat est convoqué en tant que tel, incluant les séances plénières, les réunions des commissions, des délégations, des structures temporaires, qu'elles soient commissions d'enquête ou missions d'information. Et
apparaîtra sur ce site l'ensemble des réunions internationales. Pour éviter la dispersion de nos collègues dans les activités non directement liées aux travaux législatifs et de contrôle, je souhaite engager avec le gouvernement et nos collègues de l'Assemblée nationale une réflexion que j'avais déjà entreprise entre 2010 et 2011, destinée à limiter les dispositions qui imposent la participation de sénateurs dans des organismes où leur présence n'apparaît pas indispensable. Plus de 150, par exemple, organismes où nous devons être présents. Ça veut dire qu'étant présents, ces organismes ne fixent pas leur calendrier en fonction de cela. Pour l'ensemble des votes sur les textes importants, le principe du vote solennel, que nous avons déjà expérimenté par 2 fois, est désormais retenu. Il aura lieu après les explications de vote, en séance publique dans l'hémicycle, en salle des conférences, soit le mardi, soit le mercredi, avec, je le rappelle, chaque sénateur ne peut être porteur que d'une seule délégation de vote. Un nouveau dispositif de retenue financière sera appliqué en cas d'absence répétée. Ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2015, portera à la fois sur l'indemnité de fonction et sur l'indemnité représentative de frais de mandat. L'absence au cours d'un même trimestre à plus de la moitié, soit des votes solennels, explications de vote incluses, soit des réunions de commission permanente ou d'une commission spéciale du mercredi, soit des séances de questions au gouvernement, entraînera pour le trimestre suivant la diminution de la moitié de l'indemnité de fonction pour un de ces items, soit 700 € par mois. Si l'absence atteint la moitié de ces 3 catégories cumulées, la diminution sera portée pour le trimestre suivant à la totalité de l'indemnité de fonction et à 50% de l'IRFM, soit 3 000 € par mois, ce qui, pour cette seule IRFM, représenterait 9 000 € de moins pour le trimestre, et en fonction, éventuellement, 1 400 € par mois sur la totalité de l'indemnité de fonction. Vous voyez bien que nous ne faisons pas dans une décision cosmétique et que nous nous alignons là, est-ce s'aligner, c'est sur des parlements qui ont ce type, le Parlement européen, c'est son cas pour partie, mais aussi d'autres parlements dans d'autres pays. L'objectif, ce n'est pas de pénaliser, l'objectif, c'est d'avoir une présence et que cette présence se situe sur les 3 jours de la semaine. Mieux élaborer la loi, exercer le contrôle parlementaire. Pour être en phase avec les nouvelles contraintes de l'action publique, il faut qu'on travaille mieux et parfois plus vite. Pour cela, être plus efficace dans l'exercice de nos activités législatives et de contrôle, en veillant à préserver la plus-value qualitative reconnue du travail sénatorial. Les principales réformes destinées à permettre une meilleure organisation du travail parlementaire sont les suivantes. Chaque fois que cela sera nécessaire, accepter, c'est le rôle de la conférence des présidents, un transfert de temps d'examen des semaines d'initiative gouvernementale vers des semaines d'initiative parlementaire, tout en respectant les priorités assignées à ces semaines parlementaires, qu'elles soient le contrôle ou l'initiative, naturellement encadrant le gouvernement, mais en évitant d'avoir une application, j'allais dire, extrêmement stricte des 2 semaines, ce qui doit nous permettre de mieux engager ce travail parlementaire. Cette réorganisation doit permettre de fluidifier, d'accélérer les débats sur des textes importants. Bien entendu, c'est la conférence des présidents qui reste le maître. Renforcer le travail en commission, dont certaines séances seront publiques. Une procédure d'examen en commission dans laquelle le droit d'amendement s'exercera sera expérimenté, droit d'amendement exclusivement en commission, naturellement après avis de la conférence des présidents, et chaque président de groupe a un droit de veto s'il ne souhaite pas que ce soit ainsi. Cadrer les temps de parole. Alors les temps de parole, c'est quelque part une petite révolution, parce que nous allons passer quasiment à tout à 2 minutes et demie.
Eh oui, vous n'y croyez pas, mais c'est quand même comme ça. Que les discussions générales seront, sauf avis de la conférence des présidents, d'1 heure. Ah ah. Et que nous rentrons plus tôt, c'est vrai, nous avons un tropisme qui nous amène plus vers le pôle Nord que vers la Méditerranée. Et que cette décision, elle est une décision extrêmement importante pour ramasser les débats, pour les rendre, et que, par exemple, les rappels au règlement, tout ça, c'est 2 minutes et demie. Et c'est quelque chose d'important, mais vous en aurez amélioré la prévisibilité des délais d'examen en séance par la recherche, non pas du temps législatif programmé, dont on a vu les limites. Et je ne veux nullement critiquer la décision de mon ami Bernard Acognier à l'époque, que d'ailleurs a repris le président Barthelone. Mais nous voyons bien que sur le texte transition énergétique, par exemple, le temps programmé a fait que la fin du texte n'a pas été examinée réellement. Il en a été pour partie de même dans le texte sur la compétitivité. Il n'est pas question pour nous d'aller vers le temps programmé, mais la recherche d'un temps législatif concerté. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? La conférence des présidents fixera pour chaque grand texte de loi la date de fin des débats et la répartition du temps de débat pour chacune des principales subdivisions de ces textes. Pour que nous n'assistions pas, et sur le texte compétitivité, il y a notamment des textes de dimension sociale qui sont en fin de texte, de voir, j'allais dire en quelques dizaines de minutes, passer des sujets très importants sur lesquels, s'ils étaient en début du texte, nous aurions passé des heures et des heures. En veillant donc à assurer une équitable répartition des temps de parole entre tous les groupes politiques. Je m'arrête un instant pour vous dire qu'une des préoccupations que je partage, et c'est ma responsabilité de président du Sénat, c'est que les plus petits groupes ne soient pas broyés par ce système-là. Et vous savez bien que c'est très difficile de faire vivre un groupe à moins de 20 parlementaires. Je ne porte pas de jugement sur la décision du bureau à une époque de réduire le format des groupes, mais ma responsabilité est de permettre à chacun des groupes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir avoir sa place dans le débat. Nous avons décidé de supprimer les questions crimes thématiques. Je le dis d'autant plus que j'en étais pour partie le géniteur et que ça n'a pas marché. Et que 6 ans après, nous voyons bien que ces questions, elles étaient parfois intéressantes, mais trop peu suivies. Et je vais adresser au Premier ministre une demande de questions d'actualité au gouvernement par semaine, une le mardi à 16h45, entre l'Assemblée nationale, une respiration et questions pour un champion, et l'autre le jeudi. Je sais que le gouvernement est à disposition du Parlement. Ce serait une séance de 45 minutes maximum. Je sais que ça n'est pas facile parce que j'ai été ministre pour le gouvernement, mais en même temps, c'est apparu indispensable. Et je dois dire que tous les groupes politiques, et les présidents de tous les groupes politiques, qu'ils appartiennent à la majorité comme l'opposition, soutiennent cette démarche d'une séance de questions d'actualité par semaine, une semaine le mardi, une semaine le jeudi. Ceci n'exclut pas les émissions de débat diffusées sur les chaînes nationales qui permettent de mettre en perspective les travaux législatifs et de contrôle du Sénat. Voilà donc sur cet aspect qui est la première priorité. Nous sommes d'abord là pour faire la loi, pour contrôler le gouvernement, et ce travail de législateur, c'est la mission du Sénat à côté de l'Assemblée nationale, dans le cadre du bicamérisme, et exercer notre mission de contrôle. Vous voyez bien que, à l'issue de ce groupe du travail, vous avez des conclusions qui sont pour certaines auxquelles vous ne croyez pas. J'ai vu certaines têtes de journalistes parlementaires aguerris, notamment le temps de parole, qui est une évolution extrêmement importante. Sur le contrôle aussi de la présence, le mardi, le mercredi et le jeudi, et car nous préférons publier nous-mêmes que de laisser à d'autres le soin de publier,
les présences de nos collègues. Je voudrais quand même vous dire que si vous regardez les présences, il n'y a quasiment pas de commission, je parle des commissions permanentes, qui étaient à moins de 50% de présence à un moment extrêmement tendu, qui était le changement de majorité au Sénat, les débats sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de finances, et vous avez des commissions qui ont d'ailleurs beaucoup augmenté leur nombre de réunions. C'est d'ailleurs un sujet de réflexion pour les présidents de commission que nous avons partagé avec eux. On fait en effet 2 à 3 fois plus de réunions de commission aujourd'hui qu'on en faisait il y a 15 ans. Par exemple, c'est une date qui me parle un peu, il y a 15 ans, il faut que les auditions ne soient pas toujours des séances plénières de commission, mais nous insistons beaucoup sur l'organisation pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Et sur le rôle de la commission, il y aura donc la publication d'un agenda, il y aura une coordination pour les réunions. Voilà les points qui sont abordés. Deuxième point, sur la transparence et la gestion du Sénat. C'est un point important qui masque aussi parfois, dans une transparence érigée en dogme, le masque d'un certain anti-parlementarisme, où on est plus préoccupé parfois par cet aspect des choses que par rapport à notre fonction première, qui est de faire la loi et de contrôler les gouvernements. D'abord, sur le budget du Sénat, il a été décidé de lui donner une meilleure lisibilité. Et avant sa publication sur le site du Sénat, nous ferons d'ailleurs un pré-test sur un panel de citoyens pour qu'il ne soit pas obligatoire d'être membre du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables pour comprendre absolument l'ensemble du budget. La commission spéciale chargée du contrôle des comptes aura des prérogatives plus étendues, notamment la possibilité d'opérer des contrôles sur pièce et sur place des comptes de l'ensemble des services du Sénat. Et nous allons refondre, en fonction des recommandations faites par la Cour des comptes dans le cadre de sa mission de certification, le règlement budgétaire et comptable avant le 31 décembre de cette année. Je voudrais rappeler une décision des questeurs. Les logements de fonction ont été supprimés. Ne subsiste désormais qu'un appartement de permanence pour le président du Sénat et les logements pour nécessité de service du commandant militaire et du médecin et 3 ou 4 loges de concierge. On est loin, mais vous l'avez déjà oublié, du temps où vous veniez m'interroger sur les 58 appartements de fonction. C'était au début de 2008. Je voudrais simplement vous rappeler que je n'habite pas le Sénat, mais qu'il me semble logique qu'il y ait un appartement de permanence ici au Sénat. Le deuxième point, et je vois Jean-Léonce Dupont, et j'en profite pour le remercier ici, il a été rapporteur sur un sujet difficile. Je ne dis pas que le sujet traité par Roger Carucci et Alain Richard était plus facile, car en voyant les visages, j'ai vu que le passage de 5 minutes à 2 minutes et demie provoquait un vrai séisme. Le statut et les finances des groupes politiques. Depuis juillet 2014, sous la présidence de Jean-Pierre Bel, les groupes politiques se sont vus l'obligation de faire certifier leurs comptes et de les transmettre au président et aux questeurs. Bien entendu, nous avons confirmé cette disposition. Le bureau du Sénat a décidé de renforcer cette mesure en créant une obligation pour les groupes politiques de se constituer en association à compter du 1er juillet prochain. Un statut de type et un référentiel comptable transparent vont leur être proposés. Les comptes de tous les groupes politiques seront publiés sur le site du Sénat dès l'exercice 2015. La possibilité dont disposent les sénateurs de transférer aux groupes politiques auxquels ils appartiennent une fraction des crédits mis à leur disposition pour rémunérer leurs collaborateurs fera l'objet d'une traçabilité garantissant la stricte affectation de ces crédits transférés aux dépenses salariales des groupes politiques. Ça veut dire que la partie des groupes, des crédits agace qu'un sénateur met à disposition de son groupe ne devra aller qu'à des dépenses de personnel, et il y aura un rapport spécial des commissaires aux comptes sur ce point pour assurer la traçabilité. Par ailleurs, la liste des collaborateurs de chaque sénateur sera publiée sur le site internet du Sénat. Maintenant, je voudrais aborder 2 sujets qui, en général,
font couler une certaine quantité d'encre, qui sont le régime de l'indemnité représentative de frais de mandat. Ça a été un sujet important, mais qui nous ouvre sur un autre sujet dont je souhaiterais parler en préambule. Nous considérons que l'ordonnance organique de 1958 portant indemnisation des parlementaires n'est plus adaptée à la situation. Et que donc, à un moment où le président de la République, dans ses vœux au corps constitué, aux parlementaires, a annoncé vouloir reprendre un certain nombre de dispositions d'un rapport qui lui ont été présentés, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, poser des questions sur l'indemnité représentative de frais de mandat, et de l'autre côté, ne constater qu'il y a eu un décalage assez extraordinaire depuis 1958 entre l'indemnité parlementaire, l'indemnité de fonction et les évolutions. Et donc, le bureau a mandaté un groupe de travail, d'ailleurs le même, avec le même rapporteur général et le même président qui est moi-même, pour, dès maintenant, faire un certain nombre de propositions en lien avec l'Assemblée nationale, parce que sur ce sujet, nous devons travailler ensemble, car nous savons qu'il y aura des propositions le moment venu, et que nous sommes en situation proactive, et que sur cette ordonnance de 1958, nous ferons un certain nombre de propositions, ceci avant le début de la rentrée parlementaire prochaine. Le Sénat a donc adopté un ensemble de mesures pour respecter l'objet de l'IRFM, dont nous considérons que c'est un objet, globalement, qui, dans le cadre de la révision de l'ordonnance, devra évoluer. Un compte dédié à l'utilisation de l'IRFM est désormais obligatoire, et nous attirons l'attention de tout virement entre ce compte et un autre compte personnel, qui est un point, d'ailleurs, de discussion qui a pu avoir lieu avec le comité de déontologie, puisque sur ce point, après les travaux de notre rapporteur général, j'ai consulté et le président de la Haute Autorité et naturellement saisi, comme je l'avais fait en janvier, le comité de déontologie. Un référentiel de l'utilisation de l'IRFM va être élaboré sur la proposition du comité de déontologie et publié. Il définira les catégories de dépenses imputables sur l'IRFM et je dois vous dire qu'il comprend une liste assez comparable à celle de l'Assemblée nationale dans ce qui a été arrêté, mais il y est ajouté, par exemple, des frais de documentation qui n'étaient pas expressément visés. Et il y est ajouté aussi la participation aux frais de fonctionnement des groupes, parce qu'il faut mieux dire les choses et les dire extrêmement clairement. Et donc, sur ce point, ce référentiel, dans son principe, a été adopté par le bureau. À la demande des questeurs ou à l'initiative du président, le comité de déontologie pourra être saisi de toute demande d'éclaircissement relatif à l'utilisation par un sénateur de son IRFM et décider, si nécessaire, de saisir le bureau du Sénat. Ce n'est pas le comité de déontologie, mais le bureau du Sénat qui, en dernier recours, pourra statuer. Il a pour ça, d'ailleurs, deux élus en charge de ces dossiers, Mme Jacqueline Gouraud, que je salue ici, et Claude Berry-Debat, qui s'occupe de la vie parlementaire et qui aura d'ailleurs à examiner s'il y a, parce qu'il y a toujours un droit de recours sur les sanctions financières, tel ou tel recours. L'utilisation de l'IRFM est désormais interdite pour l'acquisition de tout bien immobilier. Cette disposition prend effet à compter du 1er avril, en fait, à la date du bureau, c'est ce qui a été arrêté ce matin, et elle s'appliquera à compter du 31 décembre 2015 sur les emprunts en cours. Sur ce point, d'ailleurs, j'aurai avec le président Nadal une rencontre, parce que, naturellement, c'est de totale bonne foi que nos collègues ont utilisé sur ce point l'IRFM. C'était un point de débat entre nous, c'est un point sur lequel j'ai souhaité que l'on tranche. Le montant de l'IRFM sur le principe de la parité entre les deux assemblées sera examiné, lui, au bureau du 15 avril. Et le reliquat non utilisé sera obligatoirement restitué au Sénat.
La dotation d'action parlementaire. La Cour des comptes a rendu un rapport soulignant un certain nombre de problèmes concernant la gestion de la dotation d'action parlementaire. Elle devra évoluer, être mieux encadrée, et nous avons une interrogation, ce qui, j'en ai informé le bureau, mais en plein accord avec le rapporteur général, nous saisissons la présidente de la commission des finances et le rapporteur général pour que nous puissions avoir de leur part, avant la session parlementaire, leur avis sur la gestion, l'avenir de la dotation d'action parlementaire. Et dès 2015, des subventions accordées par les parlementaires seront publiées en open data sur le site internet du Sénat. La dotation institutionnelle est constituée. Dotée de 3 millions, elle se substitue aux anciennes dotations dont l'attribution était réservée à certaines autorités, le président du Sénat, le président ou le rapporteur général de la commission des finances. Et elle intervient pour soutenir les actions d'intérêt général et venir en aide aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles ou d'événements graves, justifiant un effort de solidarité et les gérer de façon collégiale. Ceci a d'ailleurs commencé avant même la décision du bureau dans le collège des vice-présidents et du président. Les autres crédits de la dotation d'action parlementaire sont répartis entre les groupes politiques au prorata de leurs effectifs. Cela correspond en 2015 à 153 046 € par sénateur. Chaque groupe politique répartit librement entre ses membres l'enveloppe qui lui est attribuée. Il a été recommandé d'opérer cette répartition en tenant compte de l'assiduité. Les attributions sont assujetties au respect des règles, et notamment le cadre fixé par le ministère de l'Intérieur, et avec un montant minimal, ça c'est aussi une innovation, qui prend en compte l'observation de la Cour des comptes sur le coût de gestion de chacun des dossiers. La dotation minimale sera de 2 000 €. Elle devra représenter au moins 10% du montant, et il faudra, pour les associations, ce qui est totalement nouveau, alors je voudrais rappeler que les associations, c'est entre 15 et 20% de la dotation d'action parlementaire, alors que c'est près de 50% à l'Assemblée nationale, 46%. Et que donc, vous voyez parfois les reproches qui nous sont faits ne sont pas si fondés que cela. Et il sera demandé à chaque association subventionnée d'avoir un rapport d'exécution qui sera rendu public, c'est-à-dire le même traitement qu'une collectivité territoriale. Quand nous visons la dotation d'action parlementaire, nous visons aussi la réserve ministérielle, qui doit bénéficier de la même transparence que la dotation d'action parlementaire. En effet, celle-ci doit être portée aussi à la connaissance des sénateurs et du public et des élus. Un point sur la gestion des ressources humaines. En 2010, a été mis en place une réforme de l'administration du Sénat, et cette administration du Sénat a fait par exemple que la masse salariale du Sénat a diminué entre 2009 et 2014 de 12%, soit une économie de 14 millions d'euros, 14 millions d'euros. Ceci doit être d'autant plus souligné que la Cour des comptes vient d'indiquer récemment que la masse salariale de l'État, elle, a continué à augmenter de 0,5% par an. Donc d'un côté, croissance 0,5 par an, et nous, 12% entre 2009 et 2014. Une mission sera d'ailleurs diligentée pour faire un bilan de la réforme et voir un certain nombre d'organisations. Notre rapporteur général nous l'a soumis. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-uns des points. Je voudrais ajouter un point pour être en parfaite conformité avec les échanges que nous avons eus sur ces sujets. Et notamment vous dire que, en ce qui concerne l'IRFM, la question de nos collègues qui ont utilisé l'IRFM pour des acquisitions immobilières avant la date de ce bureau. Ces collègues sont des collègues qui ont été de totale bonne foi. Que d'ailleurs l'administration du Sénat leur faisait signer un papier qui montrait clairement qu'on pouvait aller soit sur l'IRFM, soit sur l'indemnité parlementaire. Et donc,
il me revient, moi, comme président du Sénat, et ceci était in extenso dans le travail du bureau, et c'est un point sur lequel nous nous sommes mis d'accord, le rapporteur général et moi-même, pour que je demande au président de la haute autorité de confirmer ce qu'il m'a dit sur les situations antérieures, mais je n'irai pas plus loin parce que ça fait partie des relations que je dois avoir avec la haute autorité et dont je tiendrai informer, bien sûr, le bureau et le rapporteur général. Mesdames et messieurs, vous le voyez, ce matin, le bureau a mis en place une réforme assez ambitieuse. Je voudrais d'abord vous dire que cette réforme, elle porte sur la mission du Sénat, faire la loi, contrôler le gouvernement, tracer des prospectives, et que c'est le cœur de ce que nous proposons. En modifiant nos modes de travail, en affirmant aussi que les journées parlementaires sont 3 jours, et pas 2 jours, et pas une journée. Nous voulons très clairement cadrer les choses, et qu'en même temps, ceci nécessitera, de la part de nos collègues, une attention à l'organisation. Ce que nous avons voulu aussi faire, c'est une prévisibilité de l'agenda. Et que cette réforme, elle est la marque d'un Sénat qui veut s'adapter aux temps qui viennent et qui répondent. Et que je voudrais remercier le groupe de travail, je voudrais remercier les présidents des groupes politiques qui, hier, à l'unanimité, m'ont confirmé leur engagement dans cette réforme du Sénat. Ça n'est pas si simple, parce que nous aurons à débattre en conférence des présidents. Je vous parlais du temps législatif concerté. Il va falloir modifier nos habitudes. Je vois la tête des présidents de séance. Quand, par rapport à 5 minutes, ils seront à 2 minutes 20. Et il va falloir changer les réflexes. Mais c'est la vie. Il faut se moderniser, il faut s'adapter et il faut répondre à notre mission et à notre fonction. À ceux qui imaginaient qu'on allait faire de l'eau tiède, eh bien, je dois dire que je ne dis pas que nous faisons de l'eau chaude, mais en tous les cas, ça n'est pas un mince filet d'eau. C'est la volonté pour le Sénat d'occuper pleinement sa place. Je crois au rôle et à la place du Sénat. Et ma responsabilité, c'est de défendre le Sénat, mais aussi de défendre chacun des sénateurs. Parce que il faut que nous fassions aussi très attention quand parfois, au nom de la transparence, nous rentrons dans l'inquisition. Et que ma responsabilité de président, c'est aussi de protéger les sénateurs dans leur liberté. Article 4 de la Constitution, qui doit être une liberté assurée, qui ne peut pas être une liberté encadrée, qui ne peut pas être une liberté minorée. C'est aussi un des points importants, en contrepartie de l'exigence que nos collègues ont décidé, que les présidents de groupe ont soutenu, et je le redis à l'unanimité. Ça n'était pas le cas en 2008, je dois vous le dire. Ça n'était pas le cas pour ce qui me concerne en 2008. Eh bien, je crois que nous affirmons que la République a besoin du Sénat. Elle a besoin du Sénat parce qu'on est un lieu d'équilibre, de discussion. Et même, si je le regrette, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans des commissions mixtes paritaires, parfois caricaturales, on voit bien que le texte du Sénat devient la source de, quelque part, l'inspiration du dernier dialogue avec l'Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà. Monsieur le Président, Michael Zamès de la chaîne Public Sénat. Ces mesures sont-elles suffisantes pour répondre aux critiques qui ont traversé un petit peu ces dernières semaines vis-à-vis du Sénat? Et est-ce que vous comptez avoir besoin d'un nouveau train de mesures d'ici peu de temps? Je ne sais pas si elles sont suffisantes ou pas suffisantes. Je pense qu'elles permettent à notre Assemblée de moderniser son travail législatif et son travail de contrôle. Et que c'est ça la mission numéro 1 du Sénat, dans le cadre de nos institutions. Et je rappelle que depuis la réforme du quinquennat, je ne cesse de le dire, l'Assemblée nationale est la réplique sismique de l'élection présidentielle. Et que le Sénat est un balancier stabilisateur des institutions. Et je pense qu'en nous adaptant ainsi, nous répondons. Regardez le texte territorial. Dans son retour, il ne nous enthousiasme pas. J'ai échangé ce matin avec un président de conseil général du côté de la Basse-Normandie. J'ai échangé hier soir avec un président de groupe qui est aussi président d'un conseil général dans la région des Pays de Loire. Ça n'est pas le texte idéal. Nous voyons que le Sénat a quand même imprimé de manière importante
un texte territorial où, je vous le rappelle, il y a 11 mois, on nous annonçait la disparition des départements. Sur la deuxième question qui vise... On n'est jamais au bout, puisque nous proposons la modification, par exemple, de l'ordonnance organique. Eh oui, c'est bien que... le rapporteur général qui pensait en avoir fini des emmerdements, n'est-ce pas, M. Jean-Léonce Dupont, qui pensait avoir fini avec les emmerdements, se voit confier cette mission de révision de l'ordonnance. Et nous pensons que c'est très important, parce que on ne peut pas simplement, et je le dis avec respect, laisser les hautes autorités proposer au Parlement des voies et moyens. C'est aussi aux parlementaires de faire des propositions. C'est aussi, dans un dialogue avec le gouvernement, l'occasion de le faire. Et quand la Cour des comptes nous invite à parler sur la dotation d'action parlementaire, eh bien, nous répondons à la Cour des comptes dans ce travail et nous considérons que c'est notre responsabilité. Nous avons, peut-être au cours de ces 2 décennies, laissé beaucoup de hautes autorités, je le dis avec respect. J'ai moi-même été membre d'une de ces autorités au départ, qui s'occupait de postes et télécommunications, c'était modeste. Mais quelque part, nous reprenons l'initiative sur ce terrain. Oui. Oui. Vous pourriez travailler le mardi après-midi de 16h45 à 17h30. Écoutez, c'est une surprise. Je crois que ce sera une décision à prendre de président à président ou à obtenir. A priori, vous parliez de bonnes relations de travail nécessaires pour réformer avec l'Assemblée nationale. Alors, à ce jour, quelles sont vos relations avec Claude Bartolone? Parce qu'on les dit tendues. Alors, pour avancer sur des réformes aussi importantes, ça ne va pas être évident pour vous, peut-être. Nous n'avons pas le même point de vue de l'évolution des institutions. Mais nous travaillons ensemble. Et que ça n'a aucun sens Elles ont été tendues un jour, et elles restent très différentes sur la vision que nous avons des institutions. Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai bien noté que le président de la République s'appuyait sur les institutions, aujourd'hui, comme elles sont. Et que d'ailleurs, il y fait une grande attention. Alors, je ne vais pas chercher chez le président de la République, mais il est le gardien de nos institutions. Le secours, je vais le chercher au Sénat, dans la relation avec le territoire et avec les sénateurs. Mais je n'ai pas besoin de secours. Je suis persuadé. Et d'ailleurs, on le voit dans un sondage que certains ont jugé inquiétant. Pas du tout. 79% des Français souhaitent le maintien national, y compris quand ils se réforment. C'est quand même ça. Alors on a des marges de progrès à reconquérir. Et je le dis avec une certaine tendresse ou plutôt une tristesse, nous avons perdu près de 20 points au cours des dernières années. C'est notre reconquête et j'aurais besoin aussi bien de la majorité que de l'opposition pour ce travail-là. Quand on le voit sur le texte de transition énergétique, vous avez vu que, y compris l'opposition, a fait, notamment dans son groupe le plus important, œuvre de grande responsabilité. Et donc je sais pouvoir compter. Et c'est pas anodin. Je le dis devant un président de groupe qui est ici présent au fond de la salle, M. Retailleau, qui hier soir, les présidents de groupe se sont exprimés, et j'y insiste unanimement, parce qu'en 2008-2009, je n'avais pas réussi. Oui, il y avait une autre question devant, et puis ensuite... Oui. Bonjour, Samuel Le Goff pour Contexte. Monsieur le Président, je n'ai pas vu dans la liste des mesures que vous aviez proposées la publicité des travaux en commission. Si, excusez-moi. Réponse oui, ça nécessite une réorganisation sur laquelle nous allons travailler. Il y a 2 choses. Publicité, pour certaines réunions de commission, à l'initiative du président de commission, la possibilité d'utiliser, j'allais dire, la retransmission des travaux de commission. Premier point. Deuxièmement, l'apparition, j'allais dire, dans le cadre d'un journal des débats, des travaux en commission, notamment quand la commission sera législative et obligatoirement quand la commission aura à adopter des textes en dehors de l'Assemblée plénière, des textes ne venant que pour adoption définitive en Assemblée plénière. Oui.
Merci, oui. Bonjour, François Vignal, Public Sénat. Une question sur l'IRFM. Pourquoi l'idée de note de frais n'a pas été retenue? Et sur la réserve parlementaire de certains, de plus en plus de parlementaires évoquent sa suppression à gauche comme à droite. Est-ce que c'est une idée que vous pourriez retenir vous-même un jour? Sur la dotation d'action parlementaire, à la suite des travaux du bureau, je vais saisir officiellement la présidente de la commission, je l'ai dit, des finances et le rapporteur général du budget, et pour examiner d'abord les observations de la Cour des comptes, les recommandations, les décisions du bureau déjà dès cette année, et aussi l'évolution de la dotation d'action parlementaire, des dotations ministérielles. J'insiste sur les deux parce que c'est un point important. Je note néanmoins que, pour prendre l'exemple d'un département que je ne citerai pas, la dotation d'action parlementaire, c'est 20% de la DETR. Donc ça n'est pas anodin à un moment où les collectivités territoriales voient, pour des raisons, j'allais dire, de maîtrise des dépenses publiques, un certain nombre de dotations diminuer. Donc on ne peut pas livrer comme ça la dotation d'action parlementaire. Si elle devait se transformer, elle devrait être au service des collectivités territoriales, et notamment des plus petites collectivités territoriales, qui quand même vont traverser des années particulièrement difficiles. Que ça soit dotation d'action parlementaire, et j'allais dire, il faut que ça reste au service du territoire. C'est pour ça que nous avons eu un débat sur le fait, en groupe de travail, est-ce qu'il faut limiter aux seules collectivités territoriales? Et c'était une tentation que je partageais. Il n'empêche que nous avons des collègues sénateurs pour les Français établis hors de France. Nous avons des collègues qui n'ont qu'une seule collectivité territoriale. Je pense Paris. Et c'est un des sujets qu'aura à traiter la présidente de la commission avec son rapporteur général de la commission des finances. La deuxième question, c'était sur l'IRFM. Non, on a fait un choix comparable à l'Assemblée nationale, mais Jean-Léonce Dupont pourrait, il est là, vous le dire, qui est la liste de ce qu'on peut dépenser. Moi, j'étais au départ pour la liste négative. Vous voyez, je devrais vous faire part état de mes intérêts. Mais j'ai été persuadé que la bonne réponse était la liste positive, enrichie d'ailleurs par les propositions qu'a fait le comité de déontologie. Parce que l'expérience britannique est excellente. Et qu'aucun des parlements n'a retenu ça. Ce que nous avons été voir ailleurs. Et que je pense que la vraie réponse, c'est la réforme de l'ordonnance de 58. C'est la seule réponse. Il faut qu'on arrête de jouer. C'est la seule réponse. Thierry Curtet, France 2, justement à propos de cette ordonnance de 58, vous avez été assez sibyllin, ou alors je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette réforme? Vous nous expliquez que les revenus des élus ne sont aujourd'hui plus suffisants, ils sont bloqués depuis longtemps, qu'une partie de l'IRFM servant en partie à compléter ces revenus, comme vous fléchez l'IRFM, ce sera plus possible. C'est tout ça que vous voulez réformer? Expliquez-nous, là j'avoue que je n'ai pas tout compris. Vous avez aujourd'hui une indemnité parlementaire, une indemnité de fonction, dont l'évolution n'a pas pris depuis 58, notamment en compte ce qui s'applique par rapport aux fonctionnaires de référence, hors échelle, moyenne entre le plus bas niveau du hors échelle et le plus haut niveau du hors échelle. C'est ce que disait l'ordonnance de 58. Et que notamment le glissement, vieillissement, technicité n'a jamais été pris en compte, ce qui explique un décalage. L'IRFM est apparu dans sa forme définitive dans le cadre d'un amendement qui était porté par Michel Charasse à l'époque, et elle a pris en compte l'évolution des frais de mandat qui ne pouvaient pas être pris en charge en fonction de cette évolution. Et je dois dire qu'il nous faut aujourd'hui, sans aucun doute, réfléchir à fusionner cet ensemble, à le fiscaliser, parce que la question d'un IRFM, CSG, CRDS, pourquoi? Et pourquoi pas d'autres fiscalités? Et à prévoir notamment, soit de manière forfaitaire, soit, j'allais dire sur note, une partie qui n'est pas fiscalisable car il correspond à des frais de mandat. Donc ce que vous nous dites, c'est que jusqu'à maintenant, l'IRFM servait à compléter le salaire. Non, il servait à prendre en charge des frais de mandat, mais nous voyons bien que la diminution progressive des moyens qui doivent être donnés aux parlementaires
pourrait laisser aller à ce qu'un certain nombre de frais soient pris. Moi, je pense qu'il faut, quand on parle de transparence et de vérité, il faut regarder le niveau des parlementaires, et voilà pourquoi je pense qu'il faut réviser l'ordonnance. Il faut qu'on ait un régime fiscal qui soit clair, et que nous ayons un régime, notamment sur les frais de mandat, qui soit clair. Et je ne vois pas d'autre solution. Nous progressons, parce que les propositions qui ont été faites, et qui ont été faites sur l'IRFM, nous permettent de progresser, mais ça n'est pas la solution à terme. Et d'ailleurs, je me suis entretenu avec le président de la Haute Autorité de ce sujet et de ce dossier. Parce que je n'attends pas, et je n'entends pas, recevoir uniquement les propositions qui viennent d'ailleurs. J'entends que nous, parlementaires, nous fassions des propositions. Oui ? Alberto Toscano, presse italienne. Monsieur le Président, est-ce que la réforme... La presse européenne. Je suis heureux de vous voir. Est-ce que la réforme du Sénat en Italie, qui est un peu dure par le gouvernement Renzi, vous a poussé quelque part à faire une réforme à votre tour pour éviter que certaines idées viennent aussi au gouvernement français? La réforme de M. Renzi est d'une autre nature, parce qu'elle bouleverse le rôle et la place du Sénat. Elle va en effet aller plutôt vers le Sénat français en le territorialisant, alors que la particularité du Sénat italien était d'être élu au suffrage universel direct, d'avoir des pouvoirs comparables, et que ça n'est pas ça la vision que nous avons du Sénat. Donc M. Renzi est plutôt en train de s'inspirer du bicamérisme à la française que nous de nous inspirer de l'évolution du Parlement en Italie. Donc aujourd'hui, nous, article 24 de la Constitution, nous réclamons la légitimité de la représentation du territoire. Et d'ailleurs du territoire sans, et c'est un autre sujet, parce que à un moment viendra le débat sur le nombre de parlementaires. Elle ne m'avait même pas posé la question. Alors là, je suis déçu. Et ce n'est pas un débat médiocre. Et c'est un débat, je n'en doute pas, qui sera dans beaucoup de fontes de candidats en 2017. Et pardonnez-moi, c'est un débat qu'on aura ici aussi. Ce n'était pas l'objet de ce matin. Je suis en train de m'égarer. Heureusement, mes collègues me surveillent. Mais de m'égarer, ce n'est pas un sujet médiocre. Encore faut-il qu'elle ne soit pas présentée comme une espèce de lessiveuse rétrécissante de moyens budgétaires. Je vous rappelle que le coût du Parlement, c'est moins de 0,8% de l'ensemble du budget du pays. Et si la démocratie, ça ne vaut pas 0,8%, pardonnez-moi, c'est qu'on a une bien piètre idée de la démocratie. Et on passe beaucoup plus de temps, d'ailleurs, à se préoccuper de ces 0,8% qui nécessitent de la transparence que de se préoccuper de notre rôle et de notre place dans l'exercice démocratique. À un moment où nos concitoyens vont mal, parce que nos concitoyens vont mal, ils sont en désarroi, et d'ailleurs, on dit que près d'un tiers d'entre eux iraient dans les bras des populismes. Donc, il faut avoir l'exigence de la transparence, mais aussi il faut se poser la question de la représentation des citoyens et des territoires. Et notre mission législative et de contrôle, notre mission d'écoute du pays. Voilà pourquoi, par exemple, le Sénat me semble, et je le dis, je suis l'élu d'un département extrêmement peuplé. Le Sénat doit représenter le territoire, y compris, pour reprendre une formule, des territoires pauvres en démographie. Il y a des grandes démocraties où le nombre de sénateurs est identique. Et d'ailleurs, quand on va au Bundesrat, les plus grands Rhénanie-Westphalie ont 4 sénateurs, et des plus petits territoires comme la Sarre ont 2 sénateurs. Ça veut dire que la notion de démographie n'est pas homothétique de leur représentation. Et je crois que c'est une des responsabilités futures du Sénat. Voilà pourquoi, avec Philippe Bas, nous avions proposé, elle a été adoptée, une proposition constitutionnelle sur la représentation territoriale, parce que le système que nous avons adopté, qui n'autorise pas une variabilité de plus ou moins 20%, quelque part, fait que nous avons une partie du territoire rural qui a le sentiment d'être oublié, d'être abandonné, et ceci contribue à une partie du désarroi du pays. Et je le dis alors que je suis l'élu d'un territoire riche en démographie. Oui ?
Oui, Anne-Laure Danier, France Info. Sans parler de disparition du Sénat, est-ce que vous ne seriez pas favorable, comme certains ténors de l'UMP, je pense à François Fillon, à Nicolas Sarkozy, à une diminution du nombre de parlementaires et donc de sénateurs, pas forcément uniquement dans un souci d'économie, quoique, mais aussi d'efficacité, comme vous venez de le dire? Je vous ai dit que ce n'était pas un sujet qui ne m'habitait pas, mais je n'ai pas mandat aujourd'hui, c'est à titre strictement personnel que je m'exprime. De toute façon, il faut qu'il y ait une relation entre le nombre de députés et le nombre de sénateurs. Ce n'est pas un principe constitutionnel, mais c'est le principe du respect des 3/5 de la Constitution qui nous donne une garantie de stabilité. Car imaginez, après chaque alternance, s'il n'y avait pas un balancier stabilisateur et une assemblée qui rééquilibre sur les 3/5. Nous changerions de constitution fondamentalement tous les 5 ans. Et ce ne serait pas la marque d'une démocratie avancée, d'une démocratie stabilisée. Voilà pourquoi je pense que c'est une réflexion qu'on devra avoir de manière croisée. Et ensuite, nous voyons bien qu'un certain nombre de projets politiques le porteront. Mais si ces projets politiques, c'est de raconter « ça coûtera moins cher », eh bien, pardonnez-moi, c'est avoir une bien piètre idée de la démocratie. Il faut que ça soit pour faire mieux la loi, pour mieux fonctionner et mieux représenter les citoyens et le territoire. Oui, bonjour Hervé Favre, La Voix du Nord. À propos des sanctions financières prévues, est-ce que la transparence ira jusqu'à publier sur le site le nom des mauvais élèves et non, les du montant présences, des amendes? Attendez, c'est très simple, les présences seront publiées chaque semaine. Ah ben oui. Donc, ce sera automatique. Les présences sont publiées. Et vous savez bien que c'est extrêmement simple de faire le sigma de la présence ou de l'absence. Bien sûr. Ah, je ne vais pas demander à un organisme extérieur, je ne vais pas créer une haute autorité du contrôle de la présence. Enfin, nous sommes des gens majeurs, nous sommes des gens responsables. Et le président du Sénat, il a exercé cette responsabilité. C'est pour ça que je dis, à un moment, il faut aussi qu'on prenne l'initiative nous-mêmes, d'imaginer la démocratie qu'on veut. Mais il y a des absents qui vont, ou des présents qui vont avoir des soucis jusqu'en 2017 avec le cumul des mandats. Comment vous allez arranger ça? Chère madame, je n'arrange rien. Je n'arrange rien puisque les cas de force majeure seront très limités. Nous pensons que la périodicité du trimestre, et vous seriez assez étonné dans les quelques simulations que nous avons faites, ce n'est pas ceux qui exercent 2 mandats qui sont les moins présents. C'est parfois même l'inverse. Vous affichez votre volonté de réforme. Pas que la volonté. Hein. Ce n'était pas si facile que ça à présenter tout ça. Attendez la question. Il y a quelques années, l'Assemblée nationale a rendu le bas de laine qu'elle s'était constituée par le trop perçu des allocations que versait l'État. Le Sénat ne l'a pas fait. Aujourd'hui, à combien se monte le bas de laine du Sénat ? Et est-ce que vous envisagez, dans votre élan réformateur, de reverser cet argent au budget de la nation qui en a bien besoin pour se désendetter? Alors d'abord, il faut clarifier ce que vous appelez le bas de laine. C'était le fonds de réserve des retraites. Et que monsieur... Eh oui. Et qu'aujourd'hui, la retraite des parlementaires députés coûte beaucoup plus cher que celle des sénateurs. Et que la différence est très, très importante. Et que le coût d'un sénateur est moins élevé que le coût d'un député aujourd'hui. Et je vous adresserai, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, de cette réserve. Et ceci est venu depuis 1905, et d'ailleurs visé expressément par l'ordonnance organique de 1958, et que personnellement, sauf si les questeurs me faisaient une autre proposition, il me semblerait de très mauvaise politique de gestion, y compris pour l'État, car je ne doute pas que retrouvant, je crois qu'à l'Assemblée c'était 300 millions qu'ils ont retrouvé, qu'ils ont immédiatement consommé, et qu'aujourd'hui ils sont obligés d'abonder chaque année, alors que nous ne faisons pas la demande. Nous coûtons moins cher. Et pardonnez-moi, dans les bas de laine, le Sénat c'est pas mal géré, notamment cet aspect des choses. Donc méfions-nous des vraies fausses bonnes idées qui ne durent qu'un instant, qui font plaisir, qui déclenchent les applaudissements et qui ensuite ont des conséquences budgétaires et financières pour l'État chaque année.
Bien, merci à tous pour ce moment. On a abordé tous les sujets. Voilà, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui vient donc de présenter ses mesures pour réformer l'institution. On en parle tout de suite avec deux spécialistes du Parlement, Hélène Becmézian du Monde. Bonjour Hélène, et merci d'être avec nous. Et Perrine Tarnot de Public Sénat. Bonjour Perrine. Bonjour Oriane. Alors, on va revenir bien sûr d'abord sur les annonces de Gérard Larcher. Ces mesures, tout d'abord, Perrine, des annonces sur l'organisation du travail parlementaire. Il avait promis, Gérard Larcher, il veut lutter contre l'absentéisme. Alors, il veut lutter contre l'absentéisme. Il veut travailler mieux et plus vite, pour reprendre un petit peu ce qu'il nous a dit. Alors c'est vrai qu'il a annoncé beaucoup de choses concernant des sanctions financières qui seront appliquées à partir du 1er octobre 2015 sur la présence des sénateurs, à la fois en commission, en séance et puis lors des questions d'actualité au gouvernement. Alors si je détaille un petit peu, si je rappelle ce que le président du Sénat vient d'annoncer, eh bien si un sénateur est absent à plus de la moitié, soit d'une commission, soit des questions d'actu, soit d'une séance, il perd la moitié de son indemnité de fonction, soit 700 € par mois. Si un sénateur est très absent, c'est-à-dire s'il est absent à la moitié cumulée, commission, séance, questions d'actu, là il perd non seulement la totalité de son indemnité de fonction, c'est-à-dire 1 400 € par mois, mais également la moitié de l'indemnité de l'IRFM, de l'indemnité de représentation de frais de mandat, c'est-à-dire près quelques 3 000 € par mois. Donc bon, il veut sanctionner, il veut peser assez lourd sur ces sanctions financières. On va revenir sur ces annonces, mais tout de suite, Mickaël Zamès est à la présidence du Sénat avec Gérard Larcher. Mickaël. Oui, parce qu'on n'en a pas fini, évidemment, avec les questions. On en avait beaucoup, Monsieur Larcher. Merci de répondre à nos questions. Est-ce que ça a été si difficile d'avoir l'unanimité, en tout cas pour ces propositions? Non, ça a été beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, on s'est réunis, les groupes de travail, 5 fois, chaque fois, donc ça fait 10. J'ai mené des travaux avec les présidents de commission. Nous avons mené des travaux avec les présidents des groupes politiques. En effet, on voit bien qu'on est au cœur de décisions politiques qui sont importantes, qui touchent à la capacité législative, au pouvoir législatif, au pouvoir de contrôle. Et je dois dire qu'il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas en situation, par exemple, de certitude. Nous pensons que l'indemnité parlementaire, par exemple, pour prendre cet aspect, elle doit être profondément revue. Et qu'il ne suffira pas de décisions temporaires il nous faut refonder une relation claire sur le statut et les moyens donnés aux parlementaires dans ce pays. Le président de la République l'a appelé de ses voeux lors de ses voeux, et je pense que nous allons y répondre. Cette ordonnance de 1958 dont vous avez parlé à l'instant, vous imaginez ça comment? Vous allez faire des propositions au Premier ministre, au Président de la République, avec l'Assemblée nationale? En tous les cas, nous allons solliciter l'Assemblée nationale. Je crois qu'on est dans une capacité de dialogue et nous avons envie, les uns et les autres, d'être transparents, clairs, mais en même temps efficaces. Parce que l'objectif de cette réforme, c'est d'abord de faire mieux la loi, de mieux contrôler le gouvernement. Et croyez-moi, il y a eu un long débat sur le temps de parole, parce qu'il ne s'agissait pas d'amputer nos collègues, bien sûr, de leur droit d'amendement, de leur droit de s'exprimer. Mais il y a aussi une manière de faire la loi qui se fait sans doute différemment aujourd'hui qu'elle ne se faisait sous la 3e ou la 4e République. Vous nous confirmez qu'il y a bien eu unanimité des groupes envers ce que vous avez proposé aujourd'hui? Oui, enfin, certains ont exprimé des réserves. Il y a eu unanimité des présidents de groupes politiques et très très large majorité du bureau. Révolte ou révolution pour vous aujourd'hui? Non, évolution de notre institution, une évolution parce que je crois profondément que le système bicaméral est un des piliers de la démocratie dans ce pays. Nous vivons trop ces temps un peu difficiles de pulsions, de décisions qui sont prises parfois rapidement, d'alignement sur les positions de l'exécutif. Et c'est vrai pour ce gouvernement comme ça l'était pour les gouvernements précédents. Nous avons besoin d'une assemblée plus indépendante, plus autonome, qui est un balancier stabilisateur, qui réfléchit, qui est moins en prise, il faut le dire, avec les partis politiques, même si j'appartiens à une formation politique et que nous sommes organisés en groupe politique. C'est ça le rôle du Sénat, au service du pays, au service aussi d'un pays qui a besoin de retrouver un peu ses repères. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse évidemment discuter de tout cela en plateau.
Merci Mickaël. Alors Hélène, Gérard Larcher qui a aussi fait des annonces sur la gouvernance du Sénat. Tout à fait, c'est des annonces, c'est vrai, assez ambitieuses, assez courageuses, qui concernent l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. On sait que c'est des sujets sensibles, la réserve parlementaire, la dotation d'action parlementaire, qui vont être qui vont être très réformés en ce qui concerne l'IRFM. Ce sera plus possible d'acheter à crédit sa réserve parlementaire, sa permanence parlementaire comme certains députés et sénateurs le faisaient. Donc l'Assemblée avait pris la même décision il n'y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près. Sur la réserve parlementaire, de la même manière que l'Assemblée et le Sénat va rendre tout public en open data sur le site du Sénat. Donc c'est un véritable effort quand même de transparence, de contrôle. Certains auraient voulu aller plus loin sur les RFM, qu'on contrôle tout, mais c'est vrai que ça demande quand même une administration, ça demande énormément de personnes, énormément de travail, de pouvoir tout éplucher, tout contrôler, tout vérifier. Donc on reste quand même sur un principe de bonne foi des élus, mais c'est plus encadré et plus contrôlé. Oui, Gérard Larcher a dit qu'il ne voulait pas trop d'inquisition non plus sur les sénateurs. C'est vrai qu'il y a des parlementaires qui ont l'impression tout d'un coup qu'il y a beaucoup de contrôle qui leur tombe dessus et certains n'hésitent pas à parler d'inquisition, ce qui est bien sûr exagéré. On peut rajouter que sur la gouvernance, il va y avoir aussi la liste des collaborateurs des sénateurs qui va être publiée sur le site internet, alors qu'on sait qu'au Parlement européen, cette semaine, a été dévoilée une liste de collaborateurs du Front National qui pointerait plus au siège du Front National qu'au Parlement européen. C'est vrai. Donc la question, cette question-là, en tout cas, est aussi sensible cette semaine. Après, il y a des choses qu'il n'a pas abordées, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas rentré dans le détail, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Il était question, par exemple, de revenir, de faire un règlement pour le fonctionnement au bureau, pour, par exemple, que les votes de levée d'immunité parlementaire se fassent à main levée et non plus à bulletin secret. Donc, il n'en a pas parlé suite à l'affaire Dassault, où ça avait créé beaucoup d'incompréhension. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps? Est-ce que ça a été finalement abandonné? Voilà, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais... Et puis Gérard Larcher, Perrine, qui a aussi réformé concrètement des choses qui se passent en séance. Il a parlé d'une discussion générale d'1 heure, ça on ne s'y attendait pas, et d'un temps législatif concerté. Ça c'est une vraie révolution, parce que sur des textes importants comme tous les textes qui touchent par exemple à l'organisation des collectivités territoriales, et je pense aux régions, je pense à la loi NOTRe qui est discutée en ce moment par l'Assemblée nationale, et alors là on avait des discussions générales qui pouvaient aller jusqu'à 5 heures, 6 heures, 7 heures. Là, ce qu'annonçait Gérard Larcher, c'est une vraie révolution dans l'organisation du travail parlementaire en séance, c'est-à-dire une discussion générale limitée à 1 heure grand maximum, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul orateur par groupe politique et qu'il y aura un temps de parole très précisé, Perrine, a duré environ 2h30 les discussions en moyenne, générales. En moyenne. Mais c'est étonnant, moi j'aimerais bien savoir à quel niveau d'unanimité cette décision a été prise, parce qu'en général, à l'Assemblée comme au Sénat, c'est vraiment un sujet qui apparaît comme ça anodin, mais quand on rentre, quand on dit « ok, on va la réformer », c'est très très sensible. L'Assemblée ne l'a d'ailleurs pas réformée. L'Assemblée n'a pas réussi à le faire, parce que c'est le seul moment où le parlementaire, il a du temps pour parler, il est à la tribune, et en général, ils ne veulent pas abandonner ce moment-là. Oui. Le temps de parole aussi, pour finir sur ce point-là, a été réduit en discussion pour tout ce qui est amendement à 2 minutes 30, et puis il va y avoir ce qu'on appelle plus globalement un temps législatif concerté, c'est-à-dire un temps, le temps va être réparti en fonction des parties, des projets et propositions de loi, donc il va falloir voir un petit peu aussi comment tout ça s'organise, mais c'est vrai que c'est un peu une révolution dans le fonctionnement du travail en séance au Sénat. Est-ce que, en général, sur ces annonces, Hélène, Gérard Larcher est allé plus loin que les annonces qui ont été faites à l'Assemblée nationale? Il y a beaucoup de choses où on pourrait dire qu'il a simplement rattrapé le retard, mais c'est vrai que, par exemple, sur les sanctions financières en cas d'absence répétée, ça va plus loin que l'Assemblée. L'Assemblée, il y a des sanctions que pour les absences en commission. Là, on parle des absences répétées aux questions d'actu, des absences répétées pour les votes, donc ça va quand même plus loin. Et la sanction, alors j'ai pas en tête la sanction prévue par l'Assemblée, mais il me semble qu'elle n'est pas de la moitié de l'indemnité mensuelle, c'est quand même beaucoup. D'ailleurs, il a un peu insisté sur ce point, Gérard Larcher. Il était assez content de son effet. Il a dit plusieurs fois, nous, on s'aligne sur les positions du Parlement européen, où on sait qu'effectivement, les règles de présence sont beaucoup plus strictes qu'au Parlement français. Et donc, on va un petit peu plus loin, sous-entendu, on va plus loin que l'Assemblée nationale. C'est vrai. Et en même temps, je pense qu'il y a le problème d'absentéisme est plus important au Sénat qu'à l'Assemblée. Qu'il y a plus de situations de sénateurs qui ne viennent jamais à Paris. Je pense que c'est un peu moins fréquent à l'Assemblée. Mais c'est vrai que c'est plus courageux que ce qu'a engagé Claude Barthelone. Alors ces mesures de Gérard Larcher, elles intervenaient dans un contexte où le Sénat était vivement critiqué. Est-ce que ces annonces, cette modernisation voulue par Gérard Larcher, cela va mettre fin au Sénat bashing?
Alors, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que ça, mais c'est déjà bien, si vous voulez, entre parenthèses, de ravaler un petit peu la façade. D'ailleurs, Gérard Larcher lui-même a parlé tout à l'heure, à la fin de son intervention, de reconquête. Il a dit c'est pas de l'eau froide, hein, ce que j'ai proposé. Et il a utilisé le mot reconquête, donc reconquête bien sûr de l'opinion publique. Déjà sur l'absentéisme, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très critiqué pour le Sénat. Sur les indemnités aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il va y avoir un groupe de travail qui va être mis en place pour réfléchir aussi aux indemnités globales des sénateurs. Donc il y a quand même une volonté vraiment de réformer en profondeur. Je pense qu'il y a encore beaucoup dans l'esprit des gens cette idée de dire on va voir, on va bien voir, c'est ça, on n'y croit pas trop. Je pense que le jour où un sénateur se verra enlever la moitié de son salaire, que cette information sera rendue publique, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que dans l'opinion des gens, que dans l'idée des gens, on se dira ah oui c'est vrai, il y a quand même une réforme, qu'on modernise le Sénat réellement. Alors, on va écouter justement un sénateur, Bruno Retailleau, qui est en direct avec Mickaël, le président du groupe UMP. Plus un sénateur est assidu, plus il peut aider les petites communes, notamment par exemple de son département. Je trouve que c'est vertueux, c'est positif, c'est une façon moderne de gérer les choses. Nous sommes en direct sur Public Sénat. Vous aviez parlé il y a peu de temps de révolution copernicienne. On en est là aujourd'hui ? Ah oui, on en est là. Je pense que c'est pas seulement une réforme. Je pense qu'on est exactement dans cette révolution copernicienne. Quand on voit la modification sur les rythmes, sur les temps de travail, ça va bouleverser. Franchement, ça va bouleverser les méthodes du Sénat. Quand on voit en même temps les sanctions financières très très lourdes sur l'absentéisme, c'est aussi une révolution. Quand on voit l'utilisation de l'IRFM, quand on voit une certaine nombre de questions qui vont transformer les groupes politiques aussi, avec plus de transparence, avec le statut d'association, avec la publication. Je pense que c'est positif, c'est le Sénat qui va y gagner, la démocratie aussi d'ailleurs. Est-ce que c'était... parce que la dernière carte à jouer pour le Sénat, sachant qu'il y a eu énormément de critiques ces derniers mois. En tout cas, le Sénat doit faire la preuve de son utilité. Nous, on sait qu'il est utile, on sait qu'il est important pour la République, parce qu'il est ancré dans le territoire, alors qu'on est dans la mondialisation qui voudrait, si j'ose dire, déraciner tout le monde. On est aussi dans l'instant. Le Sénat se recule en même temps. Et on n'est pas, nous, liés à l'instant et à l'époque présidentielle. On est décalé par rapport aux députés. On a un geste politique que vous faites. C'est un geste politique très fort et moi je suis très heureux que l'ensemble d'ailleurs des présidents de groupe, de mes collègues, unanimement ont souhaité accompagner cette réforme avec, je pense, une volonté extrêmement forte, précisément pour montrer aux Français qu'on a besoin du Sénat et que le Sénat sait se réformer. Et vous pensez que les Français comprendront ce genre de réforme quand on parle d'indemnité des frais parlementaires, d'IRFM, etc. Si vous aviez un exemple concret à donner aux Français, ça serait lequel de cette fameuse réforme aujourd'hui ? Non, l'exemple pour l'utilité du Sénat, pour les Français, il faut qu'ils sachent que si on supprime le Sénat, il n'y aura plus qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale. Très rapide, politicienne, mal faite. Quand vous avez le Sénat, vous avez 4 à 6 lectures. Ça permet, si vous voulez, comme un galet avec la mer, ça permet de polir la loi et d'avoir moins de textes. Parce que si demain il y avait plus de Sénat, il n'y aurait qu'une lecture et donc dans un agenda parlementaire, il faudrait remplir et donc il y aurait une multiplication des lois. Voilà, je pense que le Sénat, c'est un regard différent. Le regard du bon sens, des territoires, le recul par rapport à l'actualité très chaude. Voilà, et nous, on a, je pense que c'est je pense, un atout du Sénat dont la République a besoin aujourd'hui plus qu'hier encore. Il faut un complément. La démocratie, c'est ça, c'est la séparation des pouvoirs, c'est un équilibre des pouvoirs, un Parlement qui marche sur ses deux jambes, l'Assemblée nationale, bien évidemment, mais aussi le Sénat. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, on va terminer, Perrine et Hélène, sur le fait que ces mesures, alors ça peut paraître des mesures importantes pour les sénateurs, pour le Sénat, puisque ça touche au fonctionnement du Sénat, mais est-ce que ça va vraiment changer l'image du Sénat auprès des Français ? Auprès de l'opinion publique, non, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie déjà à faire encore et toujours sur l'utilité d'une deuxième chambre, sur le bicamérisme, sur que fait exactement le Sénat et à quoi sert le Sénat. Après qu'il y ait des règles qui encadrent un petit peu mieux à la fois les indemnités et la façon dont travaillent les sénateurs et les parlementaires et des règles notamment sur la présence en commission et en séance, c'est important, c'est un bon signe donné à l'opinion publique. Donc forcément, oui, ça va dans le bon sens, mais je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait suffisant. Oui, je pense qu'il y a des choses au Sénat qui sont malheureusement, qui ne bougeront pas dans l'opinion des gens. C'est-à-dire que quand ils regardent une séance, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'hommes, âgés. Quand ils regardent ce qu'on voit à la télé, un peu moins, il y a beaucoup de dorures. Non, mais c'est un, peut-être quelque chose même de fantasmé dans l'esprit des gens, de se dire le Sénat,
c'est un truc qui sert à rien, qui est complètement poussiéreux. Les clichés sont trop fortement ancrés pour que les mesures de Gérard Larcher les changent. Alors qu'elles sont, c'est ce qu'on dit, quand même ambitieuses et elles vont vraiment loin sur certains points. Mais je pense qu'il y a des clichés qui vont être très durs à enlever de la tête des gens. Il y a quand même un volontarisme politique là de la part de Gérard Larcher de faire bouger les lignes. Donc forcément, ça va être traduit par les journalistes dans leurs papiers aujourd'hui et demain. Donc les lignes vont commencer à bouger. Donc déjà, ce volontarisme politique, je pense, est important pour la Haute Assemblée. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour analyser ces mesures annoncées par Gérard Larcher, cette réforme du Sénat voulue par le président. On y revient dans le journal de 19h présenté par Delphine Girard. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur les chaînes parlementaires.